Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 2 octobre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, tout de suite, pour terminer la semaine, direction les bourses européennes qui ont terminé en hausse prudente jeudi, portées par les espoirs d'un nouveau plan de relance, encore une fois, aux États-Unis face à la persistance de la pandémie de coronavirus. Les investisseurs veulent croire que les démocrates et républicains parviendront à s'accorder sur un nouveau plan de soutien à l'économie au lendemain de la proposition de l'administration Trump d'un plan de relance de 1500 milliards de dollars, incluant une aide de 20 milliards de dollars au secteur aérien. Alors en Europe, on a eu les résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier qui ont montré que la reprise de l'activité économique dans la zone euro s'était accélérée le mois dernier, en grande partie grâce à l'Allemagne où l'indice PMI est passé à 52,2 en août et à 56,4 en septembre. Donc des données plutôt encourageantes côté Europe. Toutefois, ce matin, comme vous le savez, les bourses évoluent dans le rouge après l'annonce d'un contrôle positif de Donald Trump au coronavirus. Donc, une situation qui remet l'accent en fait sur la situation sanitaire dégradée et alimente encore une fois les craintes entourant une élection présidentielle déjà très incertaine. Donc, petite parenthèse, mais finalement, Donald Trump, qui se moquait de son adversaire Joe Biden pour euh, le port du masque, qu'il jugeait inutile, finalement, cela se retourne contre lui puisqu'il est testé positif. Qui plus est, le président américain a très probablement été à lui seul, je dirais, la source ayant le plus engendré de désinformation sur le Covid-19 pendant la pandémie. Donc, euh, les bourses réagissent face à cette nouvelle et donc les, les investisseurs américains devraient eux aussi réagir à 14h30. Donc c'est vrai que cette news sort un peu de nulle part, personne s'y attendait. Et en plus, nous avons aussi le NFP à 14h30. Donc beaucoup d'éléments là qui vont animer les marchés aujourd'hui avec en plus une hausse très impressionnante de la volatilité et donc du VIX. Côté US, Wall Street a péniblement progressé jeudi au terme d'une séance, encore une fois, en dents de scie, puisque les difficultés des dirigeants américains à s'entendre sur un vaste plan de soutien à l'économie et des indicateurs macroéconomiques mitigés ayant continué à alimenter un climat d'incertitude malgré le dynamisme des valeurs technologiques. Alors que le temps presse de plus en plus en raison de la proximité des élections du 3 novembre pour la présidence des États-Unis et le renouvellement partiel du Congrès, on constate que d'importantes divergences persistent entre les démocrates qui sont majoritaires à la Chambre des représentants et la Maison-Blanche sur le contenu d'un plan d'aide face à l'épidémie. Puisque finalement, en fait, comme je vous le disais juste avant, l'administration Trump propose un plan de 1500 milliards, alors que les démocrates, eux, proposent un plan de 2200 milliards de dollars. Donc il y a quand même un petit gap, si on peut dire ça, mais qui représente quand même 700 milliards, 700 milliards de dollars. Donc finalement, des démocrates qui proposent un plan à 2200, de l'autre côté, des républicains qui veulent un plan à 1500, et la Maison-Blanche qui a jugé hier que les démocrates manquaient de sérieux dans leurs propositions. Toutefois, les deux camps tentent et essayent néanmoins d'afficher leur volonté de continuer à négocier. Mais plus le temps passe, plus cela risque d'avoir un impact à moyen long terme sur la reprise économique
et sur la consommation des ménages. Puisque les conséquences de la crise due au coronavirus restent quand même évidentes dans les indicateurs économiques aux États-Unis. La croissance de l'activité manufacturière a ainsi ralenti contre toute attente en septembre, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont certes diminué un peu plus que prévu la semaine dernière, mais on reste à un niveau très élevé. Le chiffre de la semaine dernière, c'était quasiment, même de cette semaine, on était à 837 000. Donc, certes, une reprise est en place, mais on reste à un niveau qui reste quand même inquiétant. Et donc, oui, si un nouveau plan d'aide n'est pas mis en place très rapidement, on pourra avoir une dégradation même de cette reprise aux États-Unis. Côté macro, eh bien ici, nous avons le taux de chômage en Europe, en zone euro. Et pareil, c'est pas très bon de ce côté-là aussi, puisque le taux de chômage a grimpé à 8,1% en août, le niveau le plus haut depuis juin 2018. Donc, c'est sûr que quand on prend du recul par rapport aux États-Unis, qui ont fait un spike à plus de 15%, qui sont déjà à 8%, l'Europe s'en sort plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on refait la même configuration ici, là, avec ce fameux, même si c'est pas mesurable de cette manière-là, mais voilà, un double creux ici, et hop, le chômage accélère derrière, et ici, même configuration, hein, le chômage se dégonfle, stabilisation, et repart de l'avant. Donc là, même configuration, stabilisation, et pareil, ça repart. Donc, face à ces données, pareil, des indicateurs macro qui commencent à se dégrader finalement. Et si on assiste à un nouveau confinement, voire même partiel dans plusieurs pays d'Europe, eh bien, le taux de chômage pourrait lui aussi continuer à grimper, même si pour le moment, je trouve que ce n'est pas un chiffre alarmant. C'est vrai que tant qu'on ne dépasse pas, j'ai envie de dire, la barre des 9, voire des 10%, cela reste correct. Mais il va falloir surveiller cette donnée, surtout en cas de deuxième lockdown, surtout en cas de deuxième vague très puissante durant les prochains jours, voire les prochaines semaines. C'est vrai que si on prend du recul, comme je vous le disais, par rapport aux États-Unis, ce chiffre est correct, n'est pas si catastrophique, mais tout de même, on assiste à une montée en flèche du chômage depuis quelques mois en zone euro. Et bien évidemment, il faudra surveiller le taux de chômage cet après-midi aux États-Unis, puisqu'on a le NFP à 14h30, taux de chômage actuellement 8,4, le consensus attend 8,2. Pareil, ça va permettre de prendre la température et de voir si effectivement le chômage continue à descendre petit à petit doucement, au contraire, va-t-il se stabiliser ou peut-être va-t-il augmenter finalement? Et ça, c'était les craintes de Jérôme Powell, de voir un ralentissement de la reprise. Et donc un ralentissement de la reprise se traduirait par une stabilisation du chômage. Et ce serait même dramatique d'avoir une augmentation du chômage au cours des prochains mois, surtout si la situation se dégrade aux États-Unis. Donc, données macro très importantes à surveiller à 14h30 cet après-midi. Ici, c'est l'indice S&P 500 sous les airs des républicains ou des démocrates. Alors, vous ne pouvez pas ignorer l'élection qui a théoriquement un impact sur le marché boursier, mais si on regarde ce graphique, eh bien, beaucoup moins que les gens ne le pensent, puisque ce graphique montre à quel point, en fait, certes, le marché boursier était plus fort sous Clinton et Obama, on a quand même un fabuleux trend haussier assez incroyable, que sous les deux Bush ou Trump, où là, comme le dit le graphique, on a l'impression d'avoir une tendance haussière et un peu une phase de trading range sous la vague républicaine.
Alors, on pourrait supposer que les républicains viennent un peu gâcher les choses, qu'ils viennent un peu gâcher la fête. Mais finalement, la conclusion correcte est que le parti du président n'est pas important, puisque si c'était le cas, en fait, on aurait un S&P qui serait totalement sur les plus bas, et qu'on se rend compte que qu'est-ce qui a fait chuter le marché ici? Crise des dot-com, donc rien à voir avec la politique de Bush, et ici, crise des subprimes. Donc pareil, la politique en soi de Bush n'a pas eu forcément un impact sur les marchés boursiers. Et pareil ici, là les marchés ont été dopés artificiellement grâce à la politique fiscale de Trump. Donc dès qu'on est sorti de l'ère d'Obama, finalement, on a eu une hausse artificielle des marchés en 2017 grâce à la politique fiscale menée par Trump. Derrière, on a quand même chuté à cause des taux, finalement parce que les banques souhaitaient relever les taux, surtout la Fed. Derrière, en 2018, fin 2018, dégringolade des marchés. Finalement, les banquiers centraux décident un peu de retourner leur veste pour rassurer les marchés, nouveau train d'haussier et ensuite ici Covid. Donc, certes, tout le monde va avoir les yeux rivés sur les élections américaines, mais finalement, cela n'a pas d'impact sur les prix. Ce n'est pas parce que demain Joe Biden passe et va mettre une politique fiscale, il va, on va dire, resserrer la vanne, arrêter d'ouvrir le robinet et taxer un peu plus les entreprises, que cela va déclencher un marché baissier, un retournement de tendance. On pourrait avoir une correction de marché, mais force est de constater que par le passé, ce n'est pas ces événements-là qui ont retourné le marché. À chaque fois, on a eu des puissants catalyseurs, bulles technologiques, bulles immobilières, Covid, virus, et de toute façon, aujourd'hui, on constate que ce ne sont pas les gouvernements qui ont un impact sur le marché, ce sont tout simplement les banques centrales. Donc si demain les banques centrales se retirent et deviennent complètement indépendantes et détachées des marchés, oui, là, potentiellement, les politiques des républicains ou des démocrates pourraient avoir un impact. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, force est de constater que les marchés sont tournés vers les banques centrales. Point barre. Ce qui les intéresse, c'est les liquidités et les politiques ultra accommodantes, les politiques monétaires ultra accommodantes des banques centrales. Donc c'est tous ces éléments-là qui, depuis 2008, en fait, ont drivé le marché. Donc finalement, ce qu'il faut regarder sur le long terme, actuellement, c'est la confiance qu'ont les investisseurs dans les banques centrales. Et comme je vous l'expliquais en début de semaine, si cette confiance est amenée à disparaître, effectivement, ça pourrait déclencher un retournement de marché. Côté graphique, eh bien, on va terminer la semaine par notre indice national, le CAC 40, qui dévisse de quasiment 1%, 0,8. Donc, comme vous le savez, suite à l'annonce que Trump est positif au Covid, donc les craintes autour de l'épidémie, de l'évolution, eh bien finalement sont très présentes, inquiètent les marchés qui sont déjà soucieux de base, mais là, en quelque sorte, ça vient raviver les craintes. Où en sommes-nous sur le CAC? J'ai envie de dire balle au centre à court terme. On avait un gap ce matin, on ouvre un gap baissier, on va le combler, et derrière, là, on est venu clôturer le gap juste ici. Donc, pour ma part, je reste baissier toujours. On est dans un triangle sorti par le bas, magnifique pullback, c'est en train de repartir. Sentiment que le marché peut décrocher à tout moment. Toujours un objectif, un retour à 4700 et pourquoi pas finalement une phase de range. J'ai le sentiment qu'on va démarrer une phase de range. Mince, j'ai supprimé l'oblique haute. Voilà.
juste ici. On pourrait de nouveau avoir un range. Donc oui, il y a une bonne partie du gap encore si on prend en 4 heures qui n'est pas comblé, mais je verrai bien finalement le marché latéraliser au cours des prochains jours, avec un retour sur les 4007 et évoluer dans un range tant qu'on n'effectue pas une incursion sous les 4007. Et en cas d'incursion sous 4007, direction la prochaine zone de polarité à 4600, 4550. Mais flux baissier, stabilisation en attendant d'avoir un peu plus de visibilité. Peut-être que le NFP cet après-midi permettra d'y voir un peu plus clair. Mais en tout cas, un indice qui reste quand même bien lourd, qui a du mal à rebondir, malgré le fabuleux gap haussier qu'on a eu en début de semaine. Finalement, ça ne prend pas du tout. Voilà, plus 2,5. Derrière, dégringolade. Donc, on sent que le marché est fragile et je verrai bien une nouvelle stabilisation. Pour ma part, je continue d'être baissier sur l'indice CAC 40 et je verrai bien un retour vers les 4700 points pour s'installer dans un range de consolidation à court terme. Le DAX. À peu près le même scénario aussi, finalement, sur le DAX. On pourrait très bien cadrer un range de la sorte. Voilà. Seulement qu'on a un support dans le range. On a un puissant support dans le range, le niveau des 12 575. D'un côté, les prix commencent enfin à sortir du nuage. Là, on est sur le fil du rasoir. Mais finalement, après cette belle baisse, qu'est-ce qu'on a fait? On a stabilisé. On est véritablement dans une phase de latéralisation de marché. Donc, pareil, la dynamique, même si le DAX surperforme, quoi qu'il a été plombé par Bayer hier, mais à très court terme, la dynamique des prix reste la même que sur le CAC. On pourrait très bien évoluer dans un range, ici. Et la cassure par le bas permettrait d'aller chercher le véritable objectif, voilà, MM200, MM50 couplé juste ici, à 12 190 quasiment. Donc ça, ce serait le deuxième objectif. Si le CAC, lui, retourne à 4007, fait une incursion sous les 4007, là, ce serait d'aller chercher 12 190. Donc finalement, le scénario est à peu près le même, si ce n'est qu'on a un support dans ce range. Donc, pareil, on peut avoir une tentative de reprise, mais sinon, je verrais bien, pareil, une phase de stabilisation entre les deux bornes, et seule la cassure donnera le point de départ d'un mouvement directionnel. On va quand même regarder les futurs sur le DAX, ça m'intéresse. Non, même constat. Un range qui se stabilise avec le même niveau de support. Donc, pour l'instant, je reste dans l'optique d'un range à court terme. Sur le Dow Jones, pas évident d'établir une prévision, de trader le Dow Jones en plus. Alors autant les investisseurs européens ont réagi à la news. Est-ce que les investisseurs américains vont réagir de la même façon à l'annonce sur Donald Trump? De plus, on a le NFP à 14h30, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Pas évident dans cette journée un peu dans cette journée où on a beaucoup de news, de trader le Dow Jones et de faire des prévisions. C'est vrai qu'on avait le sentiment d'avoir un redémarrage haussier. Là, on va ouvrir avec un gap baissier. On lâche quasiment 1%, plus d'1% sur les futurs. D'un autre côté, comment les marchés vont réagir face au NFP? S'il est bon, est-ce que ça va contrer l'annonce de Trump? S'il est mauvais, est-ce que ça va plonger encore plus? Vous voyez, tant d'éléments dont je n'ai pas les réponses actuellement et qui nécessiteraient de faire un point plus complet à partir de la semaine prochaine. Les opérateurs auront le temps de digérer toutes ces news, toutes ces annonces, reviendront avec un regard un peu plus neuf sur les graphiques. Peut-être que Donald Trump va faire une annonce d'ici là
durant le week-end, que sais-je. Donc, à court terme, en tout cas, c'est vrai que là, pour l'instant, je préfère rester à l'écart du Dow Jones, qui pourrait avoir finalement délivré un faux signal technique, osciller et replonger dans l'autre sens. On va aller voir sur le futur, mais là, oui, si on fait un gap baissier, on pourrait avoir une étoile du soir. Alors, le Dow Jones, micro Dow Jones, voilà. Là, on a le sentiment qu'on se fait une étoile du soir actuellement, comme chandelier de retournement. Et que le break de l'oblique, si ça tient encore, on serait sur un pullback. Seulement moins 26. Mais bon, le double bottom, lui, s'essouffle. En tout cas. On est toujours au-dessus de ce canal. Pour le moment, ça tient. Est-ce que le marché va nous former une épaule tête-épaule? Peut-être. En tout cas, je me montre très prudent avant le NFP et avant l'ouverture, avant l'ouverture à 15h30. Voilà, autant les investisseurs européens se montrent inquiets, prudents, ont décroché ce matin, autant avec les Américains, on peut s'attendre à tout, du meilleur comme du pire. Peut-être que ça va plonger, peut-être qu'au contraire, ils vont considérer que ce n'est pas si important que ça, que Trump soit positif au Covid et que ça va de repartir plus belle, surtout si le NFP est plus beau. Donc, on fera un point un peu plus complet d'ici lundi, le temps que l'ensemble des opérateurs eh bien, digèrent l'ensemble de ces news. L'euro, ça cale, pareil avec le NFP. Je déconseille fortement de s'amuser à trader l'euro-dollar durant un NFP, à part se prendre, c'est des portes de saloon, hein. Trader un NFP, trader l'euro-dollar durant le NFP, ça s'appelle trader les portes de saloon. C'est des allers-retours et on se prend un peu des claques dans tous les sens parce que ça peut partir à la hausse comme à la baisse. Pareil, ce sera, comment dire, ce serait plus judicieux d'analyser l'euro-dollar après le NFP. Encore une fois, ce sont des news très attendues par le marché et l'analyse sera plus pertinente à mon sens après cette news, après un long week-end, après que le marché ait encore une fois digéré cette annonce économique. Toutefois, d'un point de vue technique, ça cale pour l'instant. Donc, on est sur un seuil crucial, à savoir le niveau des 1,1745. Si ça casse et qu'on accélère, oui, on pourra avoir un retour en direction des 1,1875. Par contre, on pourrait aussi déclencher une nouvelle vague de baisse. Si on cale sur cette résistance, que là on est dans un mouvement quand même baissier, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc là, on est en soi depuis le 1er septembre, on est dans une dynamique baissière de court terme. Si ça accélère, là, on viendrait pullbacker très clairement la fameuse oblique qui passe par tous les plus hauts. Et donc, direction 1,1590, 1,1550. Objectif de venir pullbacker avant potentiellement de repartir. Mais pour l'instant, on n'achète pas un support, on évite de vendre à 2 heures d'un NFP, sachant que ça peut partir dans tous les sens. Mais en tout cas, il faut surveiller cette fameuse zone qui me semble très importante. En données 4 heures, pareil, plutôt baissier. Et on se stabilise dans un range en données 4 heures aussi. Petit range de très court terme. Bon. Attendons, on est sur un niveau clé. Comme bien souvent lors des annonces économiques, les marchés se trouvent sur des niveaux très importants. Donc soit ça casse, ça accélère, on va directement chercher les 1,1875, soit on part en direction du sud. L'AUD-USD qui semble valider son reverse et entamer une phase de trading range. Comme je vous le disais, on a deux niveaux techniques très importants en hebdomadaire, une belle zone de support et une magnifique zone de résistance hebdomadaire.
couplé avec la MM200. Et je m'attendais à un ping-pong à venir entre ces deux bornes. Et là, actuellement, on a le sentiment que le marché est en train, en tout cas, de valider ce scénario. On est venu chercher la MM50, taper le seuil psychologique des 0,72, et là, actuellement, c'est en train de repartir. Donc, on pourrait assister finalement à un nouveau, enfin, on peut anticiper ce trading range et de se dire peut-être que le marché va consolider dans un range daily à venir. Effectivement, si on se met en données 4 heures, on vient de break, on a break cette fameuse oblique et on pourra entamer une nouvelle descente pour faire cette rotation. On avait un beau pendu ici sur la borne haute. Derrière, c'est validé. On est en train de casser cette fameuse oblique qui permet de guider les acheteurs qui étaient à l'achat suite à la formation de la divergence sur la borne basse. Derrière, on atteint le niveau clé que je vous disais, à savoir si on casse les 38, les 50, on peut aller chercher cette zone, niveau atteint. Et hier, je vous parlais potentiellement d'un reverse. Et actuellement, ce scénario semble prendre forme. On avait aussi cette petite divergence 1 heure qui a été validée ici. Donc, divergence 1 heure validée avec une formation en 4 heures avec un pendu sur une zone technique. Donc, un signal en soi suffisant pour déclencher le reverse. Toutefois, pareil, cette paire risque de connaître de la volatilité avec le NFP. Donc, n'hésitez pas à protéger très rapidement, mettre un stop à break-even pour ne pas se faire avoir. Mais par contre, si vous êtes dans le bon sens, effectivement, le marché pourrait accélérer très fortement vers la zone basse. AUD, NZD, évolution dans un canal baissier qui est intéressant. Pas grand chose à dire, mais on fait une belle rotation dans ce canal. On pourrait très bien aller chercher les 1,0665. Vous voyez, là on fait des belles oscillations. On monte, on descend. On est venu taper la borne haute en double top en données 1 heure. Bon, si on continue dans cette dynamique, c'est vrai qu'on pourrait continuer la glissade doucement mais sûrement en direction des 1,0665 qui constitue un bon niveau de support. En données 4 heures, voilà. Canal baissier très propre qui permet de cadrer la dynamique baissière des prix. Donc là, tout à l'heure, durant la nuit, jeudi soir, on a validé un double top sur les sommets. Donc, si on garde cette dynamique, effectivement, celles et ceux qui se sont rendus compte de cette figure, eh bien, pourraient garder leur position pour viser justement une accélération en direction de la borne basse et ainsi que le flux baissier eh bien, continue d'évoluer à l'intérieur de cette figure. Les matières premières maintenant, avec le gold. Alors, en hebdomadaire, on tente de reconquérir la fameuse résistance, trend toujours haussier, belle dynamique. Pour le moment, donc pas d'inquiétude en hebdomadaire. Celles et ceux qui sont en investissement moyen-long terme, c'est une correction de marché pour l'instant. En données daily, ça commence à devenir encourageant. On pourra avoir cette sortie de biseau par le haut. Le signal, comme je vous disais, ce serait le break des 1910, 1920. Voilà. L'ancien support qui a tenu durant tout le mois d'août, qui a été break ici, et là, on se trouve à la croisée des chemins. Soit c'est un pullback et on repart en direction du sud, soit on s'est fait quelques frayeurs, mais finalement, l'once d'or a quand même de très belles perspectives à venir pour les prochaines semaines et les prochains mois. On break, on inverse la tendance de court terme et on fait ce qu'on appelle eh bien, une sortie de biseau par le haut et nouvelle jambe de hausse en direction des 2075, retour sur les plus historiques. Mais pour le moment, il est encore trop tôt. On est sur résistance, double niveau de résistance, horizontale, oblique. Il est donc nécessaire d'attendre
une clôture et une cassure au-dessus de ce niveau pour se positionner et accompagner le momentum à venir. Le Brent, eh bien enfin un peu d'action sur le Brent. Scénario en ABC qui est en train de se confirmer. Donc toujours baissier. Toujours baissier sur le. Je continue sur ce scénario en ABC. Vague A, vague B, vague C, direction 37,3. Donc objectif final à 37,3 sur le Brent. Là, ça y est, on sent qu'on a des opérateurs qui commencent à paniquer un peu. L'OPEP qui a fait de nouvelles prévisions pas très bonnes. Donald Trump qui est contaminé au Covid, comme quoi personne n'est invincible. Finalement, tous les êtres humains sont touchés, même les présidents. Donc là, un marché qui commence à prendre peur. Mauvaise prévision aussi, il me semble, je n'ai pas vérifié, mais d'un point de vue de la Russie, je crois aussi, qui a déclaré quelque chose sur le pétrole, et donc on a du coup le pétrole qui décide de plonger. Déjà qu'hier, il perdait quasiment 3%, là on perd 4%, on est en train d'enfoncer les supports, donc 37,30. 37,30, c'est l'objectif que j'ai, l'objectif final. Ensuite, je passerai neutre sur le pétrole. Mais là, on est en train de doucement break le support. Et donc, si ça break, direction le prochain support. Et on valide ce scénario de ABC. Plutôt baissier, encore, sur le pétrole. Pour moi, on a un niveau trop élevé. 37,3, ça me semble pas mal. Et puis, je verrai bien une stabilisation après. En hebdomadaire, est-ce qu'on a un beau niveau sur les 37,3 à ce niveau-là? Bon, après, c'est vrai qu'on a une grosse dégringolade, hein, si on casse et qu'on va plus bas. Mais 37,3, c'est un objectif de prix qui me semble en tout cas intéressant. Et qui correspond à peu près, si on cherche un peu à mesurer les ABC, ouais, c'est ça. ABC, vous voyez que ça donne un objectif de prix à 36,70. C'est à peu près la même chose, hein, 36,70, 37,3, mais pas à quelques centimes près. Ce qui compte, c'est un peu la théorie des vagues, j'ai envie de dire. Donc, si incursion sous le support est validée, il faut laisser courir, selon moi, jusqu'à 37,3, car la dégringolade et la glissade risqueraient de s'accentuer. Par contre, si ça tient, on fera le point, mais potentiellement un range. Pour le moment, vu la bougie flux qu'on a actuellement, je ne privilégie pas du tout ce scénario. Il faudra un retournement de force de la part des US à 15h30, mais généralement, c'est les Américains qui drivent ce marché. Là, on perd déjà 4 séances sur la séance, enfin 4% pardon, sur la séance européenne. Si les US enfoncent le clou, ça peut aller très vite. Il peut vraiment avoir un dérapage non contrôlé et accéléré. Scénario de trading range, pourquoi pas si le support tient, mais ce n'est pas celui que je favorise, ça reste la correction en ABC. Le light, pareil, mais moins propre que le Brent. On est sur le support en fait. Donc là, il faudrait que le support lâche pour aller chercher les 33,55. Donc là, pour le coup, oui, on a le sentiment que sur le Brent, le light, on peut avoir ce range à venir. Et on serait sur le niveau des 50, vous voyez, de la dernière vague de baisse, la vraie dernière vague de baisse. Pile poil sur le niveau des 50%. Donc là, je me montre plus prudent. Je verrais bien un retour sur les 36,16 sur le light. Et puis à voir comment ça se passe ici. Qu'on ne parte pas voilà, dans un range. Et là, pour l'instant, même si on accélère un peu, on sera toujours dans l'orange. Il faut qu'on casse le niveau des 50. Il faut vraiment qu'on casse les 36 pour accélérer en direction des 33,55. Tout simplement.
je préfère le scénario du Brent qui est plus propre que sur le WTI, où là par contre, autant sur le Brent on est en train de casser le support, autant sur le WTI on est sur le support. Donc difficile de vendre un support. Mais si ça lâche d'un des deux côtés, enfin si ça lâche sur le Brent, ça lâchera aussi forcément sur le WTI, mais la configuration technique est plus propre, donc je préfère m'intéresser au Brent. En données 4 heures, ah oui, on avait la sortie de triangle, c'est vrai, j'avais oublié sur le Brent, on avait ce fameux triangle, voilà, qu'on avait tracé hier. Cassure par le bas, oui, il y a de la place. Il y a encore un peu de place, 38,32. Donc, beau triangle cassurière, pullback, et là on est en train d'enfoncer, donc voilà pourquoi je préfère le Brent. On avait un beau triangle qui n'est pas aussi beau sur le WTI, donc l'objectif du triangle, lui, est à 38,32, mais ce niveau correspond strictement à rien, d'où ma perspective de dégringolade un peu plus profonde en direction des 37,30. Pour terminer ce briefing, le Bitcoin, qui lui aussi dévisse ce matin finalement. Encore une fois, hein, tous les marchés chutent, sauf les métaux précieux, qui se stabilisent, plutôt encourageant, mais le BTC, lui, a du mal à caler tout simplement sur la résistance dans le range. Donc là, il n'y a rien à faire, il n'y avait rien à faire. Et là, il va falloir surveiller les réactions des prix sur la bande basse. Donc échec en haut, voilà, à surveiller les réactions des prix sur la borne basse de ce canal. Je vais le retracer. Voilà. Donc, niveau maintenant à surveiller, 10 195 pour essayer de se repositionner. Sinon, on est dans un range avec une résistance. Pour l'instant, rien à faire. Attendre le point crucial ici. 10 170, 10 200. C'est ici que tout va jouer. Est-ce que la borne basse de ce canal va une quatrième fois permettre un rebond? Par contre, une incursion enverrait un signal de dégringolade et de reprise de tendance, enfin de reprise de dynamique baissière à court terme. D'où l'importance d'attendre un chandelier de retournement, une divergence, et ne pas s'amuser à payer uniquement sur touchette. Il faut qu'on ait un signal technique qui plaide en faveur d'un retournement à venir. Là, on a un petit range en données 4 heures, ça part vers le bas, donc surveillons la réaction des prix vers la borne basse. Et pareil, souvent ça bouge pas mal le week-end. Voilà. En hebdomadaire, on a une autre belle zone à 10 170. Donc c'est vraiment ici que tout va se jouer pour le BTC. Donc il faut encore laisser le marché venir à nous avant d'intervenir de façon intelligente. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de la description, je vous mets le lien pardon, du briefing des marchés dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, de très bons trades et soyez prudents à l'approche du NFP et à l'ouverture à 14h30 des marchés américains. Ne soyez pas trop exposés sur les paires en dollars car il risque d'y avoir pas mal de volatilité. Donc, suite à ça, eh bien, je vous souhaite aussi un excellent week-end et on se retrouve lundi matin pour faire un nouveau point sur les marchés.